Bon, alors je vais vous parler effectivement de diffusion dans des matériaux poreux. Et je vais en fait essayer de vous montrer sur deux exemples qui feront les deux parties de cet exposé, comment le bruit que fait une molécule quand elle se met à bouger dans un matériau poreux hiérarchisé, comment ce bruit, alors je vais expliquer ce que c'est qu'un bruit parce que c'est très général, peut vous indiquer des informations comme les temps de transfert, les temps d'échange, éventuellement de vous donner des indications sur la nature de l'absorption. Voilà, donc ça sera basé essentiellement sur une technique qu'on développe au laboratoire, qui est des techniques de relaxométrie RMN bas champ. Et donc voilà. Donc ce travail évidemment rassemble beaucoup de collaborateurs que j'ai listés ici et dont je mentionnerai le nom au moment voulu. Alors, petite introduction au niveau de les grands domaines que touche la science des trous. Alors, je vous rappelle qu'on peut faire de la science des trous sans solide. C'est un des aspects de la topologie, la topologie intrinsèque. On peut très bien ne pas immerger ce type d'espèce dans un espace R3. Alors voilà, il y a à mon avis 4 domaines importants pour décrire un peu la zoologie des poreux. En premier lieu, évidemment, il faut avoir des outils sur comment s'organisent ces milieux poreux. Et c'est ce que Ovidiu Hersan vous a montré ce matin à travers de très très belles expériences de microscopie. Une fois qu'on a cette géométrie, bien souvent, on ne se sert pas de toute l'information de cette géométrie. C'est vrai que bien souvent, on montre des belles images et on passe à l'image suivante. Il y a tout un domaine qui vient d'être explicité par Benoît, qui est la thermodynamique en confinement, qui est une thermodynamique difficile, parce qu'on attaque des problèmes de petits systèmes thermodynamiques, on n'est pas forcément dans la limite thermodynamique infinie, et où il y a des problèmes d'interface. Donc ça, je ne vais pas en parler, mais Benoît a esquissé un peu les fondements de la physico-chimie, je dirais la thermodynamique de Gibbs généralisée. Un axe qui n'a pas du tout été représenté durant cette conférence, mais qui a été souligné par plusieurs, c'est qu'à l'heure actuelle, la leading edge dans les milieux poreux, c'est effectivement la relation géométrie-poromécanique. La poromécanique était le domaine des mécaniciens, et avec une approche qu'on appelle top-down. C'est-à-dire les mécaniciens étaient très opérationnels, ils n'avaient pas tous les atomes pendant très longtemps. Là, vous ne filmez pas ça. Pendant très longtemps, les atomes n'étaient qu'une hypothèse pour les mécaniciens. Et ils ont, notamment à travers les écoles de Zaoui, etc., développé des outils extrêmement performants pour estimer les propriétés macroscopiques. L'avènement de la connaissance géométrique et de la thermodynamique permet maintenant d'approcher une approche bottom-up, c'est-à-dire partant de propriétés de physique et de chimie, de remonter. Mais c'est tout un univers à reconstruire ou à construire. Bon, là, je pense qu'effectivement, c'est un domaine important. Et moi, je vais parler d'un truc un peu classique, continuer un peu dans la deuxième partie de l'exposé de Benoît, à savoir la relation entre géométrie et transport en confinement. Je ne parlerai pas des ultra-confinements où beaucoup de lois se cassent la figure. Alors, je vais parler de trucs très simples. Je vais parler de l'autodiffusion d'une molécule dans un matériau interfacial poreux. Et je vais surtout parler des problèmes de relation avec le confinement. Mais cet exercice un peu académique étant aussi en relation avec ce qu'on peut dire au niveau de la réactivité. Et je terminerai d'ailleurs mon exposé sur un clin d'œil à tous ceux qui travaillent sur la réactivité des éolites ou d'autres choses. Et c'est aussi des choses qui sont en relation, dans certains cas, notamment lorsqu'il y a altération, avec l'évolution des propriétés mécaniques. Alors, les choses très simples que je vais montrer les outils qu'on développe s'appliquent à des choses beaucoup plus réalistes. Par exemple, le problème du cycle de vie des matériaux de la construction du génie civil. C'est une issue extrêmement importante, notamment quand on sait que 10% du CO2 est généré par la fabrication du ciment. Et leur durabilité va devenir, et leur transformation en fin de vie, va devenir un véritable problème, notamment avec la croissance exponentielle des villes de demain. 90% des humains vivront dans des grandes villes.
Ici, évidemment, vous êtes très sensible à cet aspect-là, Optimal Design of Catalyst. Donc, c'est des problèmes où on lit transport, et puis on dit à la sonde, il faut aller quelque part le plus rapidement possible pour réagir. Donc, vous voyez, là, il y a une sorte de boucle de rétroaction avec la possibilité d'optimiser les choses. Alors ça, c'est des choses qu'on aime bien dans le labo, on commence à y travailler. C'est les problèmes de comprendre. Beaucoup d'œuvres d'art sont des milieux poreux, et donc il y a des tas de choses associées à ça. Bon, je ne parlerai pas de ça non plus, mais c'est un vrai enjeu en France. On enfouit des déchets nucléaires de haute activité, ou de moyenne activité, à plus de 500 mètres en sous-sol, dans 10 000 ans, qui est à peu près l'âge que devra tenir cette chose-là, pour ne pas être embêté par ceux qui l'ont construite. Il faudra assurer que tout ça reste en place et que ne navigue pas dans les couches phréatiques. Et puis, il y a des vraies opportunités d'appliquer ces problèmes de transport dans les problèmes de stockage électrique, notamment en supercapacité, les batteries. Bon, voilà. Donc, je vais faire une chose très simple. Je vais vous dire le contexte de cette conférence. Je vais suivre une molécule dans un matériau poreux, et cette molécule va en fait suivre une dynamique intermittente, à savoir qu'elle va être... Bon, le pore, il est là, enfin, le réseau de pore, une partie du réseau de pore est là, le solide est là, et la molécule va alternativement rencontrer la surface, et là, elle peut s'absorber, elle peut rester sur place, je ne parlerai pas de la réactivité. Et puis, elle peut quitter la surface, errer de nouveau dans le pore, revenir sur cette surface, c'est ce qu'on appelle un mouvement intermittent. Et je vais essayer, si on capture tous les détails de ce mouvement intermittent, on a à la fois des informations sur ce qui se passe dans le confinement bulk et ce qui se passe sur la surface, mais via un processus dynamique. Alors, ce que je vais faire, c'est de vous montrer, je ne vais pas vous le démontrer, mais vous dire qu'en fait, on peut écouter la molécule par une technique de résonance nucléaire. Grosso modo, la molécule est dans un environnement A quand elle est dans le bulk et un environnement S quand elle est sur la surface, et elle peut subir des interactions. Et donc, il y aura fluctuation des interactions subies dans le temps. C'est ça que je considère comme un bruit qu'il va falloir analyser. Alors, ces deux étapes d'absorption et de désorption sont décrites, alors là, c'est des choses un peu pédantes, par des distributions de temps, du genre combien de temps la molécule reste sur la surface avant de repartir dans le bol, combien de temps la molécule partant de la surface revient pour la première fois sur une surface. Bon, peu importe le détail. Alors, ce qui est important, c'est cette chose-là, c'est l'évolution. Vous êtes sur la molécule et vous regardez les fluctuations que vous subissez. Alors, vous êtes sur la surface, vous subissez, on va faire les choses simples, hein, vous subissez une fluctuation égale à 1. Vous êtes dans le bol, vous subissez une fluctuation égale à 0. Donc finalement, quand vous regardez le temps de vie de la molécule, elle fait un mouvement aléatoire, parce que c'est un processus stochastique, et ça, c'est typiquement un bruit. Et pour caractériser un bruit, c'est comme la radio FM, pour caractériser un bruit, on essaye de caractériser sa distribution spectrale, c'est-à-dire la quantité d'énergie qu'a ce bruit à une fréquence donnée. Alors, il se trouve que cette chose-là est résolue mathématiquement, je ne vais pas rentrer, on peut calculer ce qu'on appelle cette densité spectrale J de oméga, qui est typiquement l'énergie que ce bruit génère à la fréquence oméga. Donc ce bruit peut servir à quelque chose. Alors on a vérifié que ce type de choses, avec Benoît et son groupe, que cette chose n'était pas complètement farfelue, en faisant de la dynamique moléculaire d'un fluide confiné dans un nanopore. Et notamment, on a calculé ce bruit tel que je l'ai défini, on a appliqué l'aspect théorique et on a un très bon accord au niveau de la densité spectrale. Vous voyez que les fréquences, ça peut aller très bas, ça peut aller à 10 MHz. Et sauf évidemment au temps très long où là on a des soucis, et ça c'est normal parce que c'est un modèle Kurzweil. Donc cette intermittence et le bruit qu'elle génère semble être basé sur des choses qui ne sont pas complètement éthérées, qui ont été suivies par, pour le moins qu'on puisse prendre ça au sérieux, par des simulations numériques de type dynamique moléculaire. Alors comment le mesurer, ce bruit? C'est là que j'introduis la résonance magnétique nucléaire. Alors là, je vous ai fait une sorte de synoptique de toutes les techniques qui permettent d'étudier des bruits moléculaires.
Alors, bon, je ne vais pas parler des techniques de neutrons, parce qu'en fait, les neutrons aussi étudient des bruits moléculaires. Et je ne parlerai pas non plus de ça, je vais parler d'une technique intermédiaire, parce qu'entre les techniques très sophistiquées des neutrons et les techniques de gradient de champ pulsé, dont certains sont spécialistes, eh ben, il y a une fenêtre temporelle qui va de la nanoseconde à la dizaine de microsecondes, où on est très, très démuni pour pouvoir écouter les bruits de la molécule. Alors, je vais vous expliquer comment on les écoute. Alors, c'est des méthodes de relaxométrie, RMN, et je vais expliquer ici comment, je vais tout mettre dans... Donc, typiquement, je vous ai dit, la molécule, elle va dans le volume, elle va sur la surface, elle va dans le volume, et on peut décrire son excursion géométrique par cette fonctionnelle aléatoire. Si maintenant la molécule est sensible, non pas simplement à un indice 1 ou 0, mais à un champ magnétique ou un hamiltonien magnétique local, c'est-à-dire que quand elle sera dans le volume, elle sentira un hamiltonien magnétique donné. Quand elle sera sur la surface, elle en sentira un autre. Et à ce moment-là, bon, il y a des petites modifications. Les fluctuations de l'hamiltonien magnétique que va subir la molécule va prendre cette enveloppe et puis le moduler par des facteurs orientationnels sur lesquels je ne vais pas insister. Et ça, c'est un véritable bruit énergétique. C'est-à-dire c'est un bruit dans le temps d'une énergie magnétique. Pour calculer sa densité spectrale, eh bien, on fait l'autocorrélation de cette histoire-là et on en fait la transformée de Fourier. À quoi peut servir cette densité spectrale magnétique? Eh bien, ça sert à relaxer des systèmes magnétiques. Typiquement, quand vous faites de la RMN, vous mettez des spins 1,5 dans un champ magnétique et vous avez une levée de dégénérescence, et on en a parlé ce matin, le problème de la sensibilité. Il y a des molécules, il y a des spins qui sont en haut, en bas, il y a des spins qui sont en haut, et la RMN, ça consiste à essayer de nous faire monter le plus de spins en haut en gardant un bon contraste d'aimantation. Une fois que les spins sont excités dans une spectroscopie de RMN par la radiofréquence, il n'y a pas de relaxation directe, c'est-à-dire spontanée. Il n'existe, parce que les choses sont très isolées, les seuls mécanismes pour faire redescendre les spins du haut vers le bas, c'est de la relaxation spontanée, stimulée, excusez-moi. C'est ce qu'on fait avec des lasers. Et là, qu'est-ce qui va faire relaxer ce mécanisme? Eh bien, c'est le bruit magnétique environnant. Et notamment, si vous avez une fréquence d'écartement entre ces deux niveaux, ça va être le bruit dans la tranche, le bruit lié à la densité spectrale dans la tranche concernée. Et donc, vous voyez bien que si vous avez une capacité de modifier la fréquence de travail, donc le champ magnétique, vous êtes capable de tracer cette densité spectrale directement. Donc vous pouvez, grâce à cette manip, remonter à ce bruit magnétique qui lui-même dépend des alternances entre la surface et le volume confiné. Alors, quelques expériences pour vous montrer que ce n'est pas complètement une histoire de théoricien, quelques expériences. Donc ça, c'est pas nous qui avons développé ça, c'est quelqu'un qui s'appelle Reinhard Kimmich, avec qui on a beaucoup travaillé. Voilà, typiquement, on a fait une expérience très bête. Pour éviter les problèmes de courbure, on s'est dit on va prendre un milieu poreux compliqué, mais finalement très simple. On a pris du plâtre. Vous savez que Jean-Pierre Corbe, on a été acheter 1 kilo de plâtre, enfin de sulfate de calcium. Et puis, on a gâché le machin et on a donné ça à nos microscopistes. Ils ont vu des très, très belles surfaces planes de monocristaux de gypse hydratés. Et puis, dessus, on a commencé à saturer le plâtre et à regarder comment relaxer l'eau là-dedans. Et là, l'intérêt, c'est qu'on peut directement mapper ce I de T, qui est un truc géométrique, avec les fluctuations du champ magnétique, parce que localement, la molécule d'eau, quand elle fait de l'intermittence, comme les aiguilles sont très grandes, elle revient toujours sur une surface plane. Donc, il n'y a pas d'effet angulaire à prendre en compte. Donc, c'était à dessein. Et dans ce cas-là, alors, sans faire de théorie, on peut analytiquement définir la forme analytique du bruit J de oméga qui va être égal au bruit J, enfin la densité spectrale de l'hamiltonien de fluctuation. Et alors c'est une relation assez simple qui a une propriété extraordinaire, pour nous, c'est que si on change, donc apparaît dans ce bruit le temps de vie de la molécule sur la surface, si on change ce temps de vie de la molécule sur la surface, on modifie en log-log l'exposant apparent de cette densité spectrale. C'est assez stupéfiant parce que généralement, pour changer des exposants, il faut faire beaucoup plus que ça. Et alors, c'est l'idée qui nous est venue quand on a vu que c'était très sensible, cette densité spectrale, en fonction de la fréquence, était très sensible au temps d'absorption.
on s'est dit, ben, on va essayer de modifier la nature de mouillabilité de la surface en relation avec l'eau, et voir si effectivement on peut voir un effet d'un passage d'un système hydrophile à un système hydrophobe. J'aime pas trop ces deux termes parce que hydrophobe, on devrait dire auto-narcissique pour l'eau plutôt qu'hydrophobe. Enfin, bon. Et cette manip a été faite. Bon, alors on a d'abord fait la manip toute seule sur de l'eau avec une surface très hydrophile. On a obtenu une loi d'échelle et avec un fit de l'expérience, voilà, le fit de l'expérience fit très très bien la loi, le fit théorique fit très bien l'expérience avec une valeur oméga 0 à peu près constante qui varie comme l'inverse du carré de du temps d'absorption. Et après, en fait, c'était un problème industriel qui était derrière. Après, on a ajouté une molécule qui est, d'après l'industriel avec qui on travaillait, qui vendait du plâtre. Il n'en vend plus d'ailleurs. Il y a un problème dans le plâtre, c'est que si vous prenez des plaques de plâtre avec de l'eau, pendant un certain temps, les plaques fluent. Donc on retourne à un problème de mécanique. C'est-à-dire que les aiguilles de plâtre bougent les unes par rapport aux autres. Et ça, c'est dû à l'hydratation des surfaces. Et l'idée, c'est de mettre un agent, pas hydrophobisant, mais qui repousse l'eau de la surface. Cet agent, c'est celui-là. Et donc on s'est amusé à mettre de plus en plus d'agents sur la surface de ce plâtre et regarder comment évoluait le bruit de mouillage de l'eau. Et effectivement, on a vu, comme prédisait cette relation très simple, la courbe changeait drastiquement, enfin en log-log, hein, et donc montrait que le temps de résistance moyen mesuré diminuait avec le taux de recouvrement de cette molécule. Et donc, ça nous a incité à penser que cette technique pouvait, dans certains cas, faire une mesure de la enfin là je mets des guillemets parce qu'on ne mesure pas des angles, mais de la nano-mouillabilité d'un fluide sur une surface en fonction, et une surface qui soit complexe, au sens où on ne peut pas définir des angles de mouillage. Parce que là, c'est impossible de mesurer des angles de contact à un niveau macro. Voilà. Et on a aussi fait ça après sur d'autres matériaux, mais ça, je vais sauter. Voilà. Donc... alors, deuxième partie de mon exposé, comme il ne me reste que 10 minutes. Hein, oui, c'est ça. C'est le deuxième aspect. Bon, là, je vous ai montré un aspect local de mouillage de l'eau suivi par du bruit magnétique. Maintenant, je vais essayer de m'intéresser à une question que Benoît a posée, ou que d'autres posent d'ailleurs. C'est qu'est-ce qu'on peut faire dans un matériau poreux hiérarchique, avec des structures qui s'emboîtent, des poupées russes, enfin, pas tout à fait des poupées russes, il faut qu'ils se connectent, pour quantifier le passage d'une échelle à une autre. Ce n'est pas un problème simple. Les mécaniciens ont résolu ça avec deux équations couplées, un paramètre ajustable, et on titille le paramètre pour fitter les comptes. Là, on peut peut-être aller un peu plus loin. Alors, à quoi sert le transfert d'une échelle à une autre? Typiquement pour nous, on est très intéressé, par exemple, sur le transfert d'ions dans les milieux argileux, des horizons géologiques d'argile, d'échanges d'ions, notamment lorsque ces ions, c'est du césium, par exemple. Hein, qui peut, et puis, donc ça, je ne vais pas en parler, mais je vais vous parler d'un exemple intéressant aussi de géotechnique, où là, on a un vrai milieu poreux qui a été mentionné, hein, c'est les limestones, c'est-à-dire les carbonates de calcium, et les tailles de pores dans ces matériaux vont du nanopore, dans les structures qu'on appelle mi-critiques, jusqu'aux cavernes. Alors, je ne parlerai pas des cavernes parce que mettre une caverne dans un spectro de RMN pose un problème. Bon, donc l'idée est assez simple. Alors, pour vous expliquer l'idée sans rentrer dans les calculs un peu compliqués, je vais vous faire une expérience de la pensée, Je vais essayer de vous dire, on va considérer qu'à chaque moment, j'ai un moyen pour une molécule de l'interroger et de savoir quelle est la taille du pore élémentaire dans lequel elle se situe. Typiquement, je suis une molécule, je regarde mon environnement. Ici, on est presque dans un cube. Donc, je peux dire le rapport du volume sur la surface, c'est à peu près l'ordre de grandeur d'une taille de pore. Donc, l'arête ici qui doit faire à peu près 15 mètres. Donc, voilà. Donc, SV. Donc, si je sais qu'à chaque moment, je peux interroger le statut de la molécule et lui donner un rapport SV, eh bien, je vais essayer de suivre cette question dans le temps. Donc, la molécule va être dans un petit pore, puis après va passer dans un grand pore, et ainsi de suite, mais de façon aléatoire. Et on retrouve cette idée d'intermittence, mais à une échelle beaucoup plus grande. C'est-à-dire, on retrouve l'intermittence, non plus à des échelles locales, surface bulk,
mais d'un port à l'autre. Et donc, on peut s'amuser là, maintenant, alors je ne vais pas parler de transformée de Fourier, là, je vais simplement parler de ce qu'on fait avant la transformée de Fourier, c'est-à-dire la fonction de corrélation entre le statut de la molécule qui est ici et celle est la même qui serait sortie dans le couloir et qui verrait un port beaucoup plus petit. Donc, si maintenant j'interroge la molécule au temps t égale 0 Q1 et au temps t égale delta, et je fais l'histogramme des réponses, si la chose est monodisperse, s'il n'y a qu'un seul port, un réseau de ports de même taille, la molécule va passer d'un port à l'autre en disant bah, je suis toujours dans un port de cette taille. Et je vais donc avoir un lobe qui va apparaître. Bon. Maintenant, je complexifie la chose, je prends des milieux poreux à deux porosités. Alors, aléatoire, parce qu'on aime bien le bordel chez nous, il ne faut pas le répéter, enfin au moins chez moi. Donc, par exemple, ici, j'ai mélangé des petits ports et des gros ports déconnectés, et ça fait cet amas, et vous voyez bien deux modes, même des différents modes de ports. Alors, je fais la même manip maintenant pour le réseau de ports monodisperses de petite taille. Donc, j'ai cet histogramme. Après, je fais la même chose pour, au temps 0 de corrélation, pour la réseau isolé de macropores. J'ai cette raison. Évidemment, quand je superpose les deux, miracle, on voit les deux modes. Maintenant, je vais essayer d'augmenter delta, c'est-à-dire de suivre la molécule qui se promène. Donc, delta égale 0, là maintenant, j'utilise l'image J pour avoir des belles figures. J'ai deux modes, suivant une diagonale, je suis content. Après, j'augmente. Qu'est-ce que je vois apparaître? C'est un peu la même chose que tu as montré pour mes expériences 2D avec les chemical shifts, sauf que là, on est en expérience 2D d'une grandeur qui est sensible à la taille des pores locales. Bon, alors je continue, et au miracle, j'arrive à une situation stationnaire où le trafic moléculaire se passe entre deux pores et des systèmes d'échange. Et en fait, le temps caractéristique de première sortie d'un port vers l'autre peut se détecter quand la figure se stabilise. Donc, expérimentalement, on a un moyen assez simple, simple conceptuellement, d'estimer les temps d'échange. Et, une petite cerise sur le gâteau, si on a ces figures de corrélation 2D, alors je ne rentre pas dans les détails d'analyse, comme il y a des zones neutres de cette chose-là, mathématiquement, on peut sortir des fonctionnels à partir de ces nappes, qui sont les fonctionnels d'une molécule répartie de façon homogène dans un port, qui sort pour la première fois. Quel est le temps, la distribution des temps de première sortie, qui ne sont pas tout à fait les temps de résidence. Il y a une petite intégrale entre les deux. Mais ce qui veut dire qu'à partir des figures comme ça, on est capable de regarder en combien de temps une molécule dans un petit port va aller dans le gros port et inversement. Et c'est des temps dont les moyennes vont être les fameux temps que les mécaniciens utilisent pour les modèles à deux échelles. Alors, il y a un mapping de cette petite expérience de la pensée. Enfin, ce n'est pas tout à fait une expérience de la pensée, en fait. Il y a un programme derrière qui le fait si j'ai les tomographies d'Ovidiu et multi-échelle. Et on est en train de les faire. Et ben c'est de nouveau la relaxométrie avec les temps de relaxation d'aimantation qui, on peut le montrer, dans un certain cadre limite, permettent d'être, pour une molécule qui est dans un port donné dont la surface est S et le volume V, permet de détecter le S sur V. Donc l'inverse de la taille du port. Donc, eh bien, ça, c'est des manips qui ont été mis en place par McDonald et aussi Jean-Pierre Corde lorsque nous étions à l'école polytechnique. Et c'est des manips où on fait du corrélation à 2D et regarder en combien de temps les pics hors diagonaux vont apparaître. Alors ça, c'est des choses qu'on a mis en œuvre. Ce sera la dernière partie de mon exposé, en 3 minutes, sur ces fameux limestones, qui sont des roches carbonatées, et qui sont, alors là, ça a été fait en collaboration avec Marc Fleury et Elisabeth Rosenberg à l'IFPEN, durant la thèse de Mehan, qui était une thèse brillante candidate, j'entends. Et typiquement, donc ça, on trouve ça dans les aquifères, dans les réseaux pétroliers. La question qu'on a abordée n'était pas le problème du pétrole, c'était le problème du trafic de l'eau dans des matériaux de ce genre à plusieurs échelles. Essayer de quantifier comment l'eau passe d'une échelle à une autre, qui peut servir en hydro. Alors, pour vous convaincre, ben voilà, donc c'est des manips d'intrusion de mercure qui sont les manips classiques de caractérisation, des manips de distribution de T2, sur lesquels je n'insiste pas. Bon, voilà les macropores, ils sont là.
Et les micropores sont dans cette structure qui, à l'échelle de cette image, n'est pas résolue, mais à l'échelle du thème, permettent de montrer qu'on a une image de deux petites sphères qui s'imbriquent à des échelles beaucoup plus petites, facteur 10 ou 100. Alors, on a, avec Elisabeth, à l'époque, il y a quelques années, fait de la tomographie X, 3D de labo. Maintenant, on pourrait faire ça de façon mieux résolue. Et on a réussi, comme le disait Ovidiu ce matin, à distinguer les trois phases, c'est-à-dire le solide macroscopique, la phase macroscopique de pore, et puis le résiduel, c'est la phase microscopique de pore ou de solide que j'ai mentionné. Et la question était comment comprendre le passage entre cette échelle-là et cette échelle-là pour une molécule d'eau qui faisait partie d'un liquide qui saturait le milieu. Eh bien, on a fait avec Marc les manips 2D. Alors, donc ça, c'est les fameuses manips, mais qui sont T2, T2, donc c'est un peu l'inverse, c'est l'inverse des tailles des pores, avec des deltas de corrélation de plus en plus grands. Autant au delta presque 0, on voit qu'on est à peu près sur la diagonale avec des petites ailes. Et un certain delta, je n'ai pas mis toute la série, qui était autour de 20 millisecondes, on commence à voir pousser ces ailes. Donc il y a deux pores, ils sont là, et les ailes qu'on a. Et après, ça semble se stabiliser, puis c'est un peu compliqué parce qu'à la fin, il y a les temps de relaxation qui limitent. Alors, le temps qu'on a pu voir par cette manip d'échange, enfin de premier échange, parce que quand on regarde l'apparition au tout début, était de l'ordre de 20 millisecondes. Avec les reconstructions 3D à deux échelles de tomographie, on a fait les simulations dynamiques browniennes, et avec éventuellement absorption. Et on a calculé les probabilités de première sortie du micropore vers le macro et de première sortie du macro vers le micro, en respectant l'équilibre local qui veut qu'on ne concentre pas ni dans l'un ni dans l'autre, l'homogénéité de répartition locale. Et effectivement, ce qu'on voit, c'est que le 20 millisecondes correspond au premier moment du premier transport du macropore vers le micropore. Par contre, pour le passer du micropore vers le macropore, c'est beaucoup plus long. Et d'ailleurs, c'était ce qu'on avait obtenu dans la fameuse simulation d'esprit qui était ici. Bon, ce n'était pas une simulation complètement neutre. Alors, maintenant, donc ça veut dire que ce système-là est bien connecté aux deux échelles. Alors évidemment, comme les pétroliers sont assez tordus, ils nous ont donné un deuxième échantillon de limestone. Et là, pas d'échange possible. Et là, effectivement, quand on regarde, on fait les simulations sur les trois échelles qui sont là, on trouve que typiquement, l'échange se passerait au-delà de 2 ou 3 secondes. Et de toute façon, c'est trop long pour pouvoir le suivre en RMN de l'eau, qui ici a un T1 bien plus petit que 3 secondes. Donc là, ils sont mal connectés, pas connectés du tout. Donc l'intérêt de coupler le transport avec l'aspect géométrique, c'est d'aller un peu plus loin. Pourquoi ce n'est pas connecté? Parce que les images, c'est bien, mais il faut comprendre à quoi elles servent. Et là, on aborde le problème de topologie. On a parlé de connexion. En fait, la connexion, c'est de la topologie. Alors, ce qu'on a pu faire, du fait qu'on a les images 3D, on a calculé les graphes de rétraction, qui sont des graphes qui simplifient la structure poreuse, dans les deux cas. Et ces deux graphes, évidemment, sont superposés, du fait que c'est un milieu à deux échelles. Alors là, on voit très très bien que dans le système très connecté, les deux graphes, quand on les superpose, le nombre de points de contact, de possibilités de passer de l'un est très grand. Dans le deuxième cas, on obtient ça, on est très près des seuils de percolation, et en fait, ça explique que le transport est très difficile. Bon, perspective. Donc, comme je n'ai pas le droit de montrer certaines images de zéolite mésoporisés, voilà. Je vous montre une perspective qu'on avait déjà discutée il y a très longtemps quand j'étais en postdoc avec Yossi Klafter aux États-Unis, à Exxon. Et le problème de base, qui est un vrai problème de la catalyse, c'est, voilà, vous avez 3 scénarios, c'était ça qu'on nous avait donné. Vous avez un lapin et des petits lions. Vous avez 3 scénarios. Le lapin est fixe, les lions courent. Bon, les lions, c'est les catalyseurs. Le lapin, c'est la molécule qui doit se faire réagir. Deuxième scénario, le lapin court, les lions courent. Ça, c'est la catalyse homogène. Tout le monde est dans le liquide, tout le monde bouge. Et le troisième truc, c'est les lions sont fixes et les lapins se mettent à bouger. Ça, c'est plus la catalyse hétérogène dont on a parlé avec les zéolites.
La question, et je vous le laisse en termes d'exercice si vous voulez, c'est quel est le scénario qui assure la plus grande temps de vie au lapin? Ce qui est l'inverse de la question des gens de la catalyse, qui est quelle est la géométrie qui assure le temps de vie le plus court? Voilà, et avec ça, je vous remercie. Les conclusions sont évidentes, et je vous remercie en vous montrant que les problèmes de réaction, de transport en confinement et de réactivité, ça ne date pas d'aujourd'hui. C'est exactement le transport et la réactivité qui étaient évoqués par cette histoire de Thésée tuant le Minotaure. Merci bien.